Le goût de la terre. La terre sentait bon, une odeur riche, profonde, un mélange d'humus et de soleil cuisant les sarments. Mes doigts, tachés de terre et de vin, caressèrent les feuilles. Domaine du bois, mon domaine, hérité de mon père, lui-même de son père, et ainsi de suite remontant le fil des générations. Un héritage précieux mais aussi un fardeau lourd à porter. Les vignes s'étendaient à perte de vue, un patchwork vert et or, sous le ciel bleu-azur de la région bordelaise. Un paysage idyllique, certes, mais derrière cette carte postale se cachait une réalité plus âpre. Les factures s'accumulaient, les banques étaient réticentes, et la pression pour moderniser la vinification se faisait de plus en plus forte. Je voulais préserver l'authenticité de notre vin, ce goût unique que nous avions cultivé pendant des siècles, mais comment rivaliser avec les grandes exploitations et leurs technologies sophistiquées? Jean-Luc Moreau, le maire, était venu me rendre visite. Un homme affable, toujours souriant, mais dont le regard bleu acier ne laissait rien transparaître. Il possédait lui-même un vignoble prospère, Moreau frère, et ne manquait jamais une occasion de nous rappeler notre situation financière précaire. « Sophie, ma chère, vous avez un terroir exceptionnel. Dommage de le laisser dépérir. Pourquoi ne pas envisager un emprunt? Je pourrais vous aider, bien sûr. J'ai quelques contacts. » Sa proposition était alléchante, mais les conditions qu'il avait évoquées, un taux d'intérêt exorbitant et une hypothèque sur une partie du domaine, me laissaient un arrière-goût désagréable. Son aide avait un prix, et je craignais que ce prix soit bien trop élevé. Je sentais une ambition froide derrière son sourire chaleureux, une volonté de s'emparer de notre héritage. Le soir même, une voiture s'arrêta devant le portail du domaine. Une jeune femme en descendit, une journaliste, Isabelle Laurent. Elle venait écrire un article sur la région, sur ses vins, ses traditions. Son regard vif et curieux me mit mal à l'aise. Elle posait des questions précises, parfois dérangeantes. Elle s'intéressait à tout, à la vinification, aux difficultés rencontrées par les petits producteurs, mais aussi à Jean-Luc Moreau. Elle avait entendu des rumeurs et des chuchotements sur sa réputation, et elle voulait en savoir plus. Ces questions insistantes me firent comprendre que je n'étais pas la seule à me méfier du maire. Isabelle était déterminée à découvrir la vérité, et je sentais qu'elle pouvait être une alliée précieuse ou une ennemie redoutable. Le vent se levait, annonçant l'orage. La terre continuait de sentir bon, mêlant promesses et amertume. Les raisins de la discorde. Le refus fut amer pour Jean-Luc. Je l'avais vu dans ses yeux, une lueur froide qui remplaçait son sourire habituel. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même, et je ne m'étais pas trompé. Les premiers signes furent subtils, presque imperceptibles. Une machine à vendanger inexplicablement en panne, des canalisations bouchées, des livraisons retardées, des petits sabotages qui rendaient mon travail plus difficile, plus coûteux. Je mettais ça sur le compte de la malchance, du stress. Mais l'accumulation de ces incidents finit par éveiller mes soupçons. Puis vint le vandalisme. Un matin, je découvris une partie de mes vignes saccagées. Des ceps arrachés, des grappes piétinées, le travail de toute une année réduit à néant. La rage me submergea. Je savais qui était derrière ça. Il n'y avait qu'une personne capable d'une telle cruauté, une personne qui avait les moyens et la motivation de me détruire. Jean-Luc commença à utiliser son influence pour me mettre des bâtons dans les roues. Il contacta mes distributeurs, les dissuadant d'acheter mon vin. Il fit pression sur les restaurants locaux pour qu'ils retirent ma bouteille de leur carte. Il me coupait l'herbe sous le pied, lentement, mais sûrement. Isabelle, de son côté, poursuivait son enquête. Elle farfouillait dans les archives de la mairie, épluchait les contrats, posait des questions insistantes. Elle découvrit des irrégularités flagrantes, des marchés publics attribués de manière douteuse, des entreprises fantômes bénéficiant de subventions généreuses. Elle entendit des rumeurs sur l'implication de Jean-Luc dans des affaires de corruption, des murmures étouffés par la peur. Un soir, elle vint me voir, le visage grave. Elle avait rencontré d'autres victimes de Jean-Luc, des petits commerçants, des agriculteurs qui avaient osé lui tenir tête. Tous avaient subi des représailles, des pressions, des menaces. Tous avaient peur de parler ouvertement, de témoigner contre lui. La peur, c'était l'arme la plus efficace de Jean-Luc. Les menaces se firent des plus directes. Des appels anonymes, des lettres insultantes, des pneus crevés. J'avais l'impression d'être épié, suivi, traqué. Je ne me sentais plus en sécurité nulle part, même dans ma propre maison. Un soir, en rentrant chez moi, je trouvais ma porte forcée. L'appartement était sans dessus-dessous, des meubles renversés, des papiers éparpillés. Rien n'avait été volé, mais le message était clair. Jean-Luc pouvait me toucher, où il voulait, quand il voulait. Je me sentais de plus en plus isolé, vulnérable. La peur me rongeait, me paralysait. J'avais envie de tout abandonner,
de fuir loin de cette ville, loin de Jean-Luc. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas laisser gagner ce monstre. Je devais me battre, pour moi, pour mon père, pour tous ceux qui avaient subi son pouvoir. Isabelle était déterminée à exposer la vérité, à révéler au grand jour les agissements de Jean-Luc. Elle savait que ce serait une bataille difficile, dangereuse. Elle avait besoin de preuves solides, de témoignages irréfutables, et elle savait que Jean-Luc ferait tout pour l'empêcher de réussir. La tension montait, l'étau se resserrait. J'avais l'impression de vivre dans un cauchemar éveillé, un cauchemar dont je ne savais pas comment me réveiller. La terre continuait d'exhaler son parfum, mais le goût du vin était devenu synonyme de peur et de désespoir. Le vin de la vérité. Le goût de peur et de désespoir persistait. Pourtant, une lueur d'espoir avait surgi. Isabelle, forte de sa détermination, était devenue mon alliée. Ensemble, nous allions affronter Jean-Luc. La tâche paraissait immense, presque insurmontable, mais je savais que je n'étais plus seul. Nous avons commencé par éplucher les archives de la mairie, des dossiers poussiéreux et négligés que Jean-Luc pensait sans doute inaccessibles. Isabelle, avec son œil de journaliste, dénichait des anomalies, des incohérences, des transactions suspectes. J'apportais ma connaissance du monde viticole, capable de décrypter les montages financiers complexes et les combines douteuses. Un soir, tard, alors que nous étions sur le point d'abandonner, nous avons trouvé un document qui a fait l'effet d'une bombe. Un tableau Excel camouflé parmi des rapports insignifiants détaillait des versements d'argent conséquents à des producteurs de vin concurrents. Des pots de vin, des subornations, tout était là, noir sur blanc. La preuve que Jean-Luc étouffait la concurrence pour maintenir son emprise sur la région. L'excitation était palpable, mais nous savions que ce n'était qu'un début. Il nous fallait un témoignage, une voix qui puisse confirmer nos découvertes devant la justice. Isabelle contacta alors un ancien employé de la mairie, un homme qui avait été mis à l'écart après avoir osé remettre en question les pratiques de Jean-Luc. Au début, il était terrifié, refusant de parler. Mais la persévérance d'Isabelle, son engagement pour la vérité, ont fini par le convaincre. Il avait vu, il savait, et il était prêt à témoigner, malgré les risques. L'espoir grandissait, mais la riposte de Jean-Luc ne s'est pas fait attendre. Une campagne de diffamation a été lancée contre Isabelle, des rumeurs calomnieuses colportées dans tout le village. On la disait manipulatrice, cupide, prête à tout pour faire le buzz. Moi, j'étais dépeinte comme une hystérique, obsédée par la vengeance, incapable de gérer mon domaine. Jean-Luc utilisait tous les moyens à sa disposition pour nous discréditer, pour semer le doute et la division. Isabelle était forte, mais les attaques étaient incessantes, violentes. Elle recevait des appels anonymes, des menaces voilées. Sa réputation était en jeu, sa carrière compromise. Je me sentais coupable de l'avoir entraînée dans cette spirale infernale. Mais elle refusait de céder, de se laisser intimider. « On est sur la bonne voie, Sophie, » me disait-elle. « Il a peur, c'est pour ça qu'il réagit comme ça. » La pression était à son comble. Jean-Luc était de plus en plus imprévisible, de plus en plus dangereux. Je sentais que nous étions sur le point de basculer, que quelque chose d'irréversible allait se produire. Mais je savais aussi que nous étions proches de la vérité, que le vin de la vérité allait bientôt être dégusté, malgré son goût initialement amer. Mon domaine, notre village, méritèrent la vérité, et j'étais prête à me battre jusqu'au bout, avec Isabelle à mes côtés, pour qu'elle éclate au grand jour. La vendange de la justice. La fête de la vendange battait son plein. L'air était embaumé des senteurs sucrées du raisin fermenté, mêlées aux effluves épicés du vin nouveau. La place du village, habituellement si paisible, vibrait d'une énergie festive. Mais sous cette façade de joie, mon cœur était lourd d'appréhension. Ce soir, tout allait basculer. Isabelle, à mes côtés, me serra le bras. « C'est le moment, Sophie. On y va. » Son regard déterminé me redonna du courage. Nous avions passé des nuits blanches à compiler les preuves, à décrypter les comptes truqués, à rassembler les témoignages. Tout était prêt. Nous nous sommes frayés un chemin à travers la foule jusqu'à la scène improvisée où Jean-Luc, le sourire aux lèvres, s'apprêtait à prononcer un discours. Sa voix tonitruante résonnait dans toute la place, vantant les mérites du terroir, la qualité exceptionnelle de la récolte, son dévouement envers la communauté. Chaque mot était un mensonge. J'ai échangé un regard avec Isabelle. Elle hocha la tête. C'était notre signal. J'ai avancé, le cœur battant la chamade, et je suis monté sur la scène. Le silence s'est fait. Tous les regards se sont tournés vers moi. « Je dois vous dire quelque chose, » ai-je commencé, ma voix tremblant légèrement. « Quelque chose que Jean-Luc ne veut pas que vous sachiez. » J'ai déballé notre dossier, les documents, les relevés bancaires, les témoignages. J'ai exposé les malversations, les pots de vin, les contrats truqués. J'ai révélé comment Jean-Luc avait détourné des fonds publics pour son propre bénéfice, comment il avait profité de la détresse des petits vignerons pour s'enrichir.
Le silence était pesant. Puis, la stupeur a cédé la place à la colère. Des murmures indignés se sont élevés de la foule. Des visages se sont crispés. La vérité enfin éclatait au grand jour. Jean-Luc, livide, a tenté d'intervenir, de nier les faits, de me discréditer. Mais il était trop tard. La communauté, révoltée, ne voulait plus l'écouter. Des voix se sont élevées, exigeant sa démission, réclamant justice. La situation a rapidement dégénéré. La foule, en furie, a commencé à scander des slogans hostiles. Des poings se sont levés. La police, prévenue par Isabelle, est arrivée sur les lieux et a dû intervenir pour calmer la foule. Jean-Luc a été arrêté sur le champ. Ses complices, pris de panique, ont tenté de fuir, mais ils ont été rattrapés et appréhendés. Le château de cartes qu'il avait patiemment construit s'effondrait sous nos yeux. Les jours qui ont suivi ont été intenses. L'enquête a révélé l'ampleur de la corruption. Des dizaines de personnes ont été interrogées, inculpées. Le système que Jean-Luc avait mis en place était démantelé pièce par pièce. Je suis devenu une héroïne locale, un symbole de résistance contre l'injustice. Mon domaine, autrefois menacé, a retrouvé sa prospérité. J'ai reçu des lettres de soutien du monde entier. Isabelle, quant à elle, a été acclamée pour son travail journalistique. Son article a fait la une de tous les journaux. Elle a reçu de nombreux prix et a été embauchée par un grand quotidien national. Jean-Luc a perdu son pouvoir, sa réputation, sa liberté. Il a été condamné à une lourde peine de prison. Son nom est devenu synonyme de honte et de trahison. Aujourd'hui, la vie a repris son cours dans notre village. Mais rien n'est plus comme avant. Une nouvelle ère a commencé. Une ère de transparence, de justice, d'espoir. La vendange de la justice avait été célébrée. Le vin de la vérité avait été dégusté. Et son goût, malgré son amertume initiale, était finalement doux et réconfortant. Le domaine du bois et tout le village pouvaient enfin respirer. L'avenir, bien que toujours incertain, brillait d'une lumière nouvelle.